Ce matin, on se pose une question importante, je dirais même cruciale pour nos jeunes. Comment motiver nos enfants à l'école et même durablement surtout? On y répond avec vous, Jean-Luc Aubert, psychologue spécialiste de l'enfant et de l'adolescent et donc l'auteur du livre Comment motiver son enfant à l'école aux éditions Odile Jacob. Alors on va voir ensemble comment motiver son enfant et je crois que vous dites, même si c'est un peu étonnant je trouve, que ça commence dès la naissance. Comment on stimule un petit bébé pour le préparer à être très motivé à l'école? Mais ça se fait naturellement. Vous savez que l'enfant a besoin d'apprendre à maîtriser son corps, à maîtriser son environnement. Pourquoi? Il a besoin de devenir autonome. C'est primordial pour lui. Il ne doit plus dépendre de son parent. Ça, c'est véritablement l'enjeu. Donc, il a ce besoin naturel d'apprendre spontané. Et il va aider dans cette démarche-là par une pulsion. Alors, je vais utiliser un terme un peu technique. Elle s'appelle la pulsion épistémophilique. Oui. C'est-à-dire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pulsion-là, c'est une entité psychophysiologique qui va le pousser à faire un certain nombre de démarches qui vont l'amener justement à ses apprentissages, très naturellement. On va prendre un exemple simple, la marche en particulier. La marche, elle ne se passe pas du premier coup, comme ça, du premier coup. Et effectivement, avant ça, il y a un certain nombre de préalables qui vont permettre à l'enfant de marcher. C'est-à-dire que le bébé dans son berceau, par exemple, vous savez ça, il est dans son berceau, il touche ceci, il touche cela, il met les mains à sa bouche, il touche ses pieds, il bouge, etc. Naturellement, il fait un certain nombre de gestes ces gestes qu'il fait spontanément, naturellement, sans le pousser à faire, petit à petit, ça va lui apprendre à maîtriser son corps, à connaître son corps grâce à ça. Ensuite, il va se mettre à ramper, il va se mettre assis, il va se mettre debout et il va enfin marcher. Mais vous voyez, il y a un certain nombre de démarches qu'il fait spontanément, naturellement, qui vont l'amener à marcher. On va prendre un autre exemple. La communication, la relation avec l'autre, le langage. Eh bien, le langage, là aussi, va être poussé, amené à ce langage par un certain nombre de démarches spontanées. Le bébé, toujours dans son berceau, toujours il fait des vocalises tout seul. Des petites choses comme ça. Ensuite, il joue avec sa bouche. Ensuite, il va dire un mot. Etc. Il va faire des petites phrases. Et à 3 ou 4 ans, par exemple, vous savez ça aussi, il va poser un certain nombre de questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? À quoi ça sert? Comment ça marche? Etc. etc. On voit bien que s'il est accompagné dans cette démarche-là, ce besoin qui est naturel chez lui devient un plaisir puisqu'on répond de façon satisfaisante. Par exemple, aux questions, si on répond à ces questions-là, eh bien, forcément, ça lui apporte du plaisir. Et comme ça lui apporte du plaisir, ça devient de l'envie. Mais d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de l'intérêt de jouer avec son enfant au quotidien. Oui. Mais on joue à quoi pour l'éveiller à une scolarité heureuse et réussie? On joue d'abord à des choses très simples. Vous savez, il y a des jeux très traditionnels, très classiques, le jeu de l'oie, le jeu de la marelle, tout ce que vous voudrez. Tous les jeux les plus simples qui sont vont l'aider à maîtriser son corps. Quand il joue avec son corps, forcément, il s'exprime, il va maîtriser son corps. Quand il y a des jeux où il y a des questions, des réponses, il y a des jeux de société, il va apprendre des règles. Voilà, tous ces apprentissages-là se font de façon plaisante, de façon ludique et agréable, donc satisfaisante. Mais si l'école, c'est plus pénible que ça. Mais si on veut qu'il devienne banquier, il faut jouer au Monopoly très tôt avec lui, par exemple, ou pas? Vous pouvez essayer, vous verrez bien. mais par exemple, c'est très drôle le jeu, moi je veux bien, mais si on a un enfant qui est très mauvais joueur, alors qu'est-ce qu'on lui apprend à ce moment-là? On lui apprend à être bon joueur d'abord. Non, là aussi, l'apprentissage de l'échec dans le jeu, c'est aussi un apprentissage de la vie par rapport à cela. Non, mais je veux dire que... Alors, je voudrais quand même mettre en garde les parents qui nous écoutent. Je veux dire que, pour moi, et je le dis dans une de mes chroniques sur YouTube... Vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Question de psy. Voilà. Et je le dis, le parent parfait est un parent un peu imparfait. Il faut rassurer les parents qui nous écoutent. C'est-à-dire que l'éducation, elle n'est pas faite de perfection. Si on fait un petit effort d'imagination, imaginons ce que serait un parent parfait. Ce serait le parent qui répondrait tip-top à tous les besoins de l'enfant, qui serait là au moment T, etc., etc. Est-ce que ce serait une éducation satisfaisante? Non. Parce que l'enfant, à un moment ou un autre, dans sa vie relationnelle, dans sa vie avec les autres, il va être confronté à des difficultés. Donc, qu'il nous voit échouer, nous, en tant que parents, c'est pas mal, en fait. Qu'il nous voit un peu fatigué, qu'il nous voit un peu énervé de temps en temps, ponctuellement, ça lui participe de l'éducation parce qu'il sera confronté à cela. S'il était confronté à la perfection en permanence, le jour où il sera confronté forcément à l'imperfection, à la crèche ou à l'école, il serait complètement démuni. Donc, nos imperfections contribuent aussi à l'éducation. J'ai quand même un tout petit peu de mal. Je comprends le jeu, ce que ça leur apprend à perdre, à se mettre en mouvement, etc. Mais je crois qu'il se passe quand même quelque chose dans le cerveau qui va les rendre plus motivés, entre guillemets, pour l'école quand il y a beaucoup de jeux à la maison. Beaucoup non. Il faut un certain... De toute façon, moi aussi, dans mes consultations, c'est pas 50 jeux. En général, les enfants me parlent de 5, 6, 7, 8 jeux. Alors là où il faut s'inquiéter, c'est l'enfant qui n'a qu'un ou deux jeux répétitifs. Mais s'il a 4, 5, 6 jeux auxquels il s'intéresse... Comment j'y mêle les leçons à tout ça? Parce que c'est bien de le faire jouer, mais moi, il va vouloir que jouer. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a les tablettes. Son histoire géo, quoi. Il y a les tablettes et les smartphones. Oui. Vous avez plein de questions maintenant, là. Non, c'est un peu la même, parce qu'il y a des jeux parfois sur le téléphone. Est-ce que ça fait partie de l'apprentissage? Mais oui, à condition que ce soit à dose homéopathique. Là aussi, c'est un jeu, mais comme tous les jeux, effectivement, si ça fonctionne, si c'est effectivement à faible dose.
dose ou à dose modérée par rapport à ça, si ça occupe tout l'espace. Non, ce qui se passe très naturellement chez l'enfant, c'est l'enfant qui est intéressé par le jeu, par ce qui se passe à la maison, par ce qui se fait au jour le jour, par le quotidien. Il va transférer cet intérêt, cette motivation, puisqu'il y a du plaisir à découvrir, il y a du plaisir à faire, il y a du plaisir à jouer. Il va transférer ce plaisir-là à l'école. Naturellement, il ne va pas faire la démarche intellectuelle de se dire parce que je m'intéresse au jeu, je vais m'intéresser à l'école. Ça se fait naturellement. Donc on a compris que le plaisir, c'est une dimension importante de l'apprentissage. Ça veut dire que si je veux que mon fils soit bon en histoire, ou en tout cas lui faire partager le goût de l'histoire, je l'emmène visiter des châteaux le week-end? Non, mais c'est une vraie question. Oui, mais vous pouvez le faire si vous êtes parfaitement au fait de ce qu'il va voir. C'est-à-dire que si vous lui faites visiter en lui disant t'as vu, il y a un beau château, quoi. C'est bien, mais ça va pas durer longtemps. Si par contre vous connaissez l'histoire du château, si vous racontez une histoire, une anecdote ou deux, alors là vous allez l'intéresser effectivement. Et puis si on n'y connaît rien, on peut prendre un audio guide. Absolument. À ce moment-là, je crois que effectivement, y compris par rapport au jeu, par rapport aux approches culturelles, les musées et autres, il faut que ce soit fait au bon moment avec la bonne personne, si vous voulez. C'est pas la peine de l'emmener au musée si vous n'y connaissez rien, si vous traînez les pieds, quand vous y allez. Ça veut dire que nous, il faut qu'on continue à se cultiver et à jouer et à apprendre. Mais pas forcément, mais il y a des tas d'autres choses pour l'intéresser. Il y a des tas de livres ou d'activités. Bien sûr. Est-ce que le rythme de vie de l'enfant peut avoir une influence sur la motivation scolaire? On sait aujourd'hui qu'il y a des enfants qui mangent très mal, on sait même qu'il y a des problèmes de surpoids chez les enfants, il y a même des enfants qui ne dorment pas assez. Enfin, tout ça, on en parle souvent. Est-ce que ça a un impact, selon vous, sur la motivation scolaire? Il y a deux atouts essentiels pour réussir l'école. Il y en a 6 en fait, mais les deux essentiels, c'est d'abord la motivation, l'envie d'apprendre véritablement, et la disponibilité psychique et physique. C'est-à-dire que pour bien apprendre, il faut être disponible physiquement. Alors, vous parlez du rythme de vie. Il est bien évident que l'enfant qui a un rythme de vie aberrant, forcément, il va dépenser beaucoup d'énergie pour s'adapter à ce rythme de vie aberrant. Et c'est autant d'énergie qu'il ne pourra pas investir dans l'école. C'est vrai aussi sur le plan psychique. Il faut être disponible psychiquement. Alors, on voit bien quelquefois disponible psychiquement de façon objective. On sait bien qu'à certains moments, il y a des moments, il peut y avoir un décès, une pathologie, quelque chose dans la famille. Oui, quelque chose, ou une tension. Là, on peut objectiver, là, on peut faire quelque chose. Là, c'est plus compliqué quand c'est une indisponibilité inconsciente. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui, dans un contexte particulier chez lui, va mettre en place des processus défensifs ou adaptatifs particuliers, mais qui ne sont pas du tout adaptés au contexte de l'école. Et là, ça peut le pénaliser. Oui, parce qu'on parle parfois d'hyperactivité, tout ça qui empêche d'apprendre, mais j'imagine que si les enfants sont préoccupés, nous les adultes, quand on est préoccupés, on a du mal à apprendre, on a du mal à apprendre les nouvelles infos. C'est pareil pour les enfants? C'est exactement pareil pour les enfants. C'est vrai que s'il y a un souci particulier, on n'est pas disponible pour s'investir dans les apprentissages. Alors là, je parle de soucis récurrents. C'est pas les petits soucis du quotidien qui vont l'empêcher de faire quoi que ce soit. Là, c'est quelque chose qui est véritablement installé dans le temps. C'est toujours pareil. Bien sûr. Alors justement, si notre enfant ou notre ado, malgré tous nos efforts, reste complètement hermétique à l'idée d'aller au collège, à l'école, peu importe, est-ce qu'on consulte? Est-ce que c'est un motif de consultation? Il faut d'abord voir ce qu'il en est aussi avec l'enseignant. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir que son propre point de vue, il faut savoir avoir le point de vue des autres personnes qui le connaissent à l'école, de professeurs des écoles en primaire, des autres professeurs en secondaire. Voir effectivement quelle approche ils ont. Travailler déjà avec eux. Et véritablement, si on doit faire quelque chose, si on véritablement a essayé un peu toutes les stratégies pour le motiver et que ça n'a pas fonctionné, et je crois qu'il faut reprendre les choses à la base. C'est-à-dire refaire ce que peut-être qu'on a loupé pour une raison X ou Y, un moment où justement de cette fameuse pulsion épistémophilique qui marche de 0 à 7 ans au maximum, c'est véritablement là où il y a cette curiosité, cette envie d'apprendre de l'enfant. Et si véritablement on est passé à côté pour diverses raisons, il faut reprendre les choses à la base. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire plus de devoirs à la maison pour l'intéresser parce qu'on va titiller là où ça fait mal. Non, on va essayer de nouveau de l'intéresser à ce qui se passe au quotidien. On va véritablement reprendre ça à la base. Et à 16 ans, c'est pas trop tard, on peut s'y remettre. C'est-à-dire, ça redemande de l'énergie, ça redemande une attention, effectivement, de le motiver à travers ce qu'on fait à la maison. Alors Jean-Luc Aubert, merci, mais vous allez rester avec nous. On a encore plein de questions et on prendra aussi celles de nos auditeurs. D'ailleurs, je le rappelle, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram de l'émission ou encore au 39 21, notre répondeur. Bien fait pour vous sur Europe 1.